Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. J'espère que vous avez fait une super rentrée. Ce matin, on va parler d'un sujet connu, mais que les RH ont souvent du mal à améliorer et qui est assez perfectible. C'est l'onboarding. Et pour m'accompagner ce matin, je reçois Agathe et Émeric. Salut Agathe, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous, moi c'est Agathe, je suis Talent Acquisition Manager chez Assess First depuis un peu plus de 3 ans maintenant et mon job, c'est de recruter, d'onboarder du coup, et de gérer les collabs en fait de leur début de l'expérience chez nous et même un petit peu avant jusqu'à la fin. Top. Et de supporter David Bernard, j'imagine. Ouais, ça va, c'est pas le J'ai passé 2 jours avec quand même, lundi, mardi. Salut Émeric. Bonjour à tous. Donc moi, Émeric, je suis directeur scientifique chez Assess First. Donc, je m'occupe de tous les aspects sciences, machine learning, innovation, etc. Donc grosso modo, avec Agathe, on a un peu les frais déjà mis du recrutement. Agathe sur le côté très et moi qui fais mes petites études dans mon camion. Donc on va vraiment essayer de vous apporter cette vision science, mais aussi pratique au cours du webinaire. Top. Génial. Rapidement, Émeric, tu nous expliques un peu de quoi on va parler, les grandes parties là, de ce webinaire, comment on organise les choses. Carrément, objectif tout simple, parler d'onboarding collaborateur, c'est-à-dire savoir pourquoi mettre en place un onboarding efficace, comment le faire, avoir aussi des exemples hyper pratiques sur ce que vous pouvez mettre en place. On va aussi beaucoup vous parler, surtout Agathe, de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place nous chez Assess First pour différents piliers d'onboarding. Donc vraiment, objectif à la fin, c'est que vous soyez en mesure de vous dire, ok, l'onboarding c'est important et je sais concrètement et de manière hyper pratique comment le structurer. Top. Je vais vous donner un petit chiffre pour démarrer. On avait fait une étude sur l'onboarding l'année dernière. 82% des entreprises indiquent avoir un processus en place. Voilà, partons de là et avançons, on en dira plus par la suite. Parfait, j'enchaîne. Alors, pour préparer le webinaire, je me suis dit que ça serait sympa d'aller voir quelques stats sur à quel point les collaborateurs sont satisfaits ou pas satisfaits de leur onboarding en entreprise. Et en faisant ça, je suis tombé sur plein de sites où les gens racontent un peu les pépites qu'ils ont vécues lors du premier jour de leur job. Et je vous avoue que je n'ai pas été déçu. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des histoires un peu croustillantes sur le sujet, n'hésitez pas à nous en parler dans le chat. Mais petit, du coup, on va dire premier prix pour cette personne, donc Shoreline Wind, qui, lors de son premier jour, du coup, lui, il a été bloqué à la sécurité pendant plusieurs heures car il ne croyait pas qu'il bossait ici et que c'était son premier jour. Finalement, il y a un des recruteurs qui l'a reconnu, qui l'a accompagné dans un bureau vide et il n'y a pas eu d'ordi pendant plusieurs semaines. Donc ça, vraiment, on se dit, ça n'existe pas, mais au final, visiblement, ça existe quand même. Et vous pouvez scroller sur toute la page, il y a vraiment des pépites. Et donc, la conclusion un peu malheureuse de tout ça, c'est qu'environ 50% des employés, selon plusieurs études, seraient insatisfaits du coup de la qualité de l'onboarding qu'ils ont reçu. Et il y a même une étude de Gallup de mémoire qui montre que seulement 12% des gens pensent que leur entreprise fait un très bon travail sur l'onboarding. Donc, au final, une entreprise sur 10 qui ferait un très bon travail là-dessus. Tu veux la perception des RH quand on leur demande s'ils pensent que leurs collaborateurs vivent un bon onboarding parce qu'on leur a posé la question? C'est une étude qui avait été menée en fin d'année dernière avec à peu près 300 entreprises qui ont répondu. À 77%, ils pensent que les salariés sont satisfaits ou très satisfaits de leur onboarding. Mais en même temps, ils nous déclarent qu'en moyenne dans leur entreprise, 3 salariés sur 10 quittent l'entreprise dans les 6 premiers mois. Peut-être pour d'autres raisons. C'est quand même... Mais ça, je trouve ça intéressant, ce genre d'études, et il y en a plein sur d'autres sujets, mais qui croisent vraiment perception des RH et perception des employés. Et on se voit que sur plein de choses, que ça soit sur la manière dont ils souhaitent être rétribués, l'onboarding, etc., il y a un décalage vraiment entre ces deux perceptions qui doit être adressé. Mais là, concrètement, cette stat est quand même assez dingue de se dire entre plus de 70% des RH qui pensent que c'est de qualité et 12% des employés qui disent en fait, c'est vraiment top. Il y a vraiment un gap qui est important. Et tu veux le comble? Quand on leur demande à eux, RH, s'ils sont satisfaits du process, ils sont 73% à nous dire non, en fait, notre process d'onboarding n'est pas ouf, en fait, et il faut vraiment qu'on travaille dessus. 73%. C'est énorme. C'est énorme. Si on y voit le positif, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience qu'il y a des choses. Clairement.
que c'est pas ouf. Super. C'est d'autant plus un peu alarmant quand même parce que on sait que l'onboarding, c'est quand même un moment qui est très, très, très important dans la vie d'un collaborateur. On a un genre de graphique là de McKinsey qui montre justement les moments qui vont compter dans la vie d'un collaborateur et on y retrouve l'onboarding. Alors évidemment, c'est pas le seul, il y a le recrutement, il y a l'offboarding, c'est les opportunités, c'est toute la notion de développement. Mais l'onboarding, c'en est un qui est déjà très, très important, avec aussi cette notion de comprendre un petit peu le rôle dans lequel on va évoluer, de recevoir du feedback, d'être formé. C'est un petit peu finalement la première image post-recrutement que vous allez avoir quand vous rentrez dans l'entreprise. Une expérience comme celle du Reddit, je pense que du coup, on fait partie des 3 sur 10 qui quittent l'entreprise très rapidement juste après. Ça donne vraiment une super mauvaise image et ça va en fait clairement impacter toute l'expérience qui va être derrière, du coup. Il faut savoir du coup qu'on a, comme Christophe l'a partagé, 33% des employés qui quittent leur job dans les 90 premiers jours après leur arrivée dans l'entreprise. Donc, c'est une perte de temps, une perte d'argent assez conséquente aussi pour l'entreprise. Donc, c'est quand même un moment et un process qui est quand même finalement très stratégique. L'idée, c'est que, en fait, un onboarding qui va être structuré, ça va permettre de booster la rétention de votre collaborateur parce que ça va augmenter son engagement, ça va augmenter par extension son épanouissement et par extension également sa performance. Ce qui fait qu'on va avoir des collaborateurs qui seront engagés, épanouis et qui donc, du coup, vont être un peu plus performants. L'idée, c'est qu'on va du coup vous partager un petit sondage pour évaluer un peu votre connaissance aussi de tout ça. Alors, de combien un onboarding structuré, à votre avis, peut-il augmenter l'engagement des nouveaux talents? 1,5 fois, 2 fois, 2,6 fois, 4,3 fois. Allez, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Je vois qu'on est 110 pour le moment. Une petite tendance qui se dégage. Ouais, clairement. Vous avez regardé les slides avant le webinaire ou quoi? Je pense qu'on a des RH hyper performants ce matin. Ouais. Et beaucoup de développeurs dans le chat aussi. Je le sens. Ça, c'est l'effet vacances. Alors, bon, vous êtes à peu près 80 à avoir voté. Je mets fin au vote. Ça donne quoi? Tendance qui se dégage. 2,6 fois. Après, c'est un peu plus partagé. Réponse? C'est la réponse que vous avez donnée. Vous êtes quand même assez bien renseigné du coup. C'est 2,6 fois. Les employés qui ont reçu un onboarding de qualité, ils sont presque 3 fois plus engagés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez énorme. Et donc, ça montre un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que vraiment, ça a un impact assez incroyable. Et donc, ce que je vous partageais juste avant, c'est que en fait, ça va un peu faire un effet domino, finalement. C'est que si vous preniez soin déjà de votre recrutement dans un premier temps, c'est important. Ensuite, de votre onboarding, vous allez commencer la collaboration de la meilleure des manières. Vous allez augmenter cette notion d'engagement qui est censée être présente, évidemment, dès le recrutement. Vous allez la renforcer, évidemment. Vous allez, du coup, permettre de partir sur une bonne lancée sur la partie épanouissement et, du coup, également sur la partie performance. Du coup, la grande question maintenant, et vraiment là, on va essayer de vous aider avec Agathe, c'est sur le comment faire. Vraiment, comment faire pour construire un onboarding qui est structuré et qui est également quali. Et la première étape, c'est de comprendre autour de quoi se structure l'onboarding. Et quand on regarde toutes les études sérieuses qui ont été faites sur l'onboarding, mais aussi sur l'engagement des collaborateurs, il y a 4 grands piliers qui ressortent, c'est-à-dire 4 grands axes à considérer. Et pour simplifier tout ça, on peut parler de ce qu'on appelle la règle des 4 C. Premier C, ça va être la clarification, c'est-à-dire qui est au niveau du job. Et c'est vraiment un niveau qui vise à s'assurer que les employés comprennent parfaitement leur nouveau rôle et les attentes qui y sont associées. Deuxième C, ça va être la connexion. Ça concerne l'établissement des relations interpersonnelles avec d'autres personnes, dans l'équipe, en dehors de l'équipe, les réseaux d'information dont les nouveaux arrivants vont avoir besoin pour faire leur job et pour réussir dans l'entreprise.
Troisième C, ça va être la culture, qui a un niveau plus large, qui va consister à, on va dire, partager, inculquer aux employés les normes, on va dire, de l'organisation, les valeurs de l'entreprise, qu'elles soient formelles ou informelles. Et le dernier C, la conformité, qui concerne là, on va dire, toute la partie règles et réglementations plus liées aux aspects, on va dire, juridiques, politiques ou encore techniques de l'entreprise. Donc, grosso modo, toute la partie un peu plus administrative. Donc, on va revenir après sur chaque pilier individuellement. Donc, je ne vais pas insister plus pour le moment. Mais donc, vraiment, 4 piliers adressés pour un onboarding réussi. Donc, clarification, connexion, culture, conformité. Et le degré auquel chaque organisation, au final, va privilégier ces 4 piliers, va investir sur ces 4 piliers, va aussi déterminer sa stratégie globale d'onboarding. Par exemple, on a aujourd'hui la plupart des entreprises qui vont se focaliser sur le pilier de conformité, en négligeant malheureusement un peu les autres. Et donc, on va qualifier ça d'onboarding un peu plus, on va dire, un peu plus passif. Et ce qui va aussi être important, c'est de passer d'une approche, on va dire, qu'on appelle basée sur l'identité de l'organisation, qui est aujourd'hui dominante dans les entreprises, à une approche qui est basée sur l'identité de la personne. Et je m'explique tout de suite. Ce que j'ai mis à l'écran là, Organizational Identity Socialization, c'est un concept dans le cadre de l'onboarding qui se concentre, on va dire, sur l'intégration des nouveaux employés en cherchant à les aligner avec les normes, les valeurs, la culture de l'entreprise. C'est vraiment une approche, on va dire, qui vise à faire en sorte que les employés adoptent, on va dire, une identité qui reflète celle de l'organisation. Elle va donc mettre l'accent sur le fait d'inculquer des comportements, des attentes, des traditions qui sont propres à l'entreprise et essayer de créer une identité collective. Donc vraiment, cette approche, elle part de l'entreprise pour aller vers la personne. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on va apporter à la personne? Et aujourd'hui, la plupart des onboardings se basent sur cette approche. À l'inverse, on a ce qu'on appelle, on va dire, la Personal Identity Socialization, qui se concentre là sur l'intégration des nouveaux employés, mais en tenant compte de leur identité personnelle unique. Et donc, plutôt que simplement, on va dire, conformer les nouveaux employés aux normes et aux cultures de l'entreprise, cette approche, elle va plus viser à encourager les employés à exprimer et intégrer leurs propres valeurs, leur propre, on va dire, expérience, leur propre perspective dans leur travail et dans la culture de l'entreprise. Et donc, l'objectif ici, ça va être autant de renforcer le sentiment d'appartenance tout en permettant une meilleure diversité de pensée dans l'entreprise. Donc, à l'inverse de la première, cette approche, elle part de la personne pour aller vers l'entreprise. Et donc, la question qu'on va se poser dans cette approche, c'est plus qu'est-ce que la personne peut nous apporter pour qu'on soit meilleur en tant qu'équipe ou en tant qu'entreprise. Et donc, bien sûr, vous aurez compris, j'espère, là où je veux en venir. Aujourd'hui, toutes les études convergent vers le fait que c'est cette seconde approche basée sur l'identité de la personne qui est beaucoup plus efficace pour que les gens soient bien onboardés et bien engagés dans l'entreprise. Donc, au final, 4 piliers et le besoin d'avoir une approche qui va de la personne vers l'entreprise. Hop, OK, je regarde s'il y avait des questions dans le chat. Donc, maintenant, on va insister un peu sur les 4 piliers et vous expliquer concrètement comment on en passe. Donc, premier pilier, la conformité. Donc, je répète encore une fois, ça, c'est sans doute le pilier. Ça sera plus compliqué d'avoir cette approche basée sur la personne, car c'est un pilier un peu à part, très pratico-pratique. Donc, pour rappel, conformité, ça concerne la mise en conformité pour que la personne puisse faire son job. Comment ça se traduit un petit peu chez nous et qu'est-ce que vous devriez du coup faire pour cette partie-là, conformité? Donc, c'est vraiment, en effet, comme il a dit, tout ce qui va être action basique et admin pour préparer l'arrivée ou pour gérer l'arrivée du coup d'un collaborateur. Déjà, pour moi, ça se passe aussi avant l'onboarding. Donc, un petit peu cette notion de pré-boarding où, avant même l'onboarding, vous êtes censé prévenir et préparer finalement votre collaborateur à son arrivée. Lui donner déjà des informations. Imaginons, vous recrutez quelqu'un, il a un préavis de 3 mois. Pendant 3 mois, s'il a 0 contact et 0 information sur son arrivée, c'est déjà pas un super indicateur. L'idée, c'est, nous, par exemple, ce qu'on va faire, de manière très simple, c'est que moi, je vais rester en contact de manière assez régulière avec les collaborateurs qu'on recrute et qui ont un long préavis. S'il arrive la semaine d'après, a priori, ça va. Et on va en fait envoyer un mail qui sera récapitulatif de comment vont se passer les premières semaines chez Assess First. Ça va être à quel moment est-ce que tu vas recevoir ton matériel? Déjà aussi pour que la personne puisse s'y préparer à recevoir son matériel chez elle. Est-ce qu'elle sera présente ou pas? On lui dit qu'elle recevra ça dans les 2 jours à peu près. Alors, on rappelle, excuse-moi Agathe, que Assess First est en full remote. Oui, c'est vrai. et que donc le process de onboarding a été monté aussi spécifiquement
par rapport à cette organisation du travail. Oui, on doit tout préparer du coup, nous, pour que la personne ne soit pas un peu perdue et qu'elle ait aussi tout ce dont elle a besoin pour commencer du coup chez nous. Donc ça passe par l'envoi du matériel et ça en fait, déjà dans le mail en fait, on va tout lui expliquer. Quand est-ce que tu vas recevoir ton matériel? Quand est-ce que tu vas recevoir ton contrat? À quelle heure tu vas devoir te connecter le jour J? Qu'est-ce qui va passer pendant tes premières semaines? Donc on a un onboarding space, il est de manière digitale parce qu'évidemment on est en full remote. Tu auras évidemment, des calls avec ton manager pendant les premières semaines de manière un peu plus régulière, des calls avec la team RH également. En tout cas, on va lui donner le maximum d'informations pour qu'il puisse se préparer et anticiper un petit peu son arrivée et en tout cas l'appréhender de manière plus sereine. Donc en effet, on va devoir commander, parce que on est en full remote, donc on n'a pas non plus un énorme parc informatique. On va devoir commander du coup le matériel, le commander à la bonne période pour qu'il puisse arriver au bon moment, idéalement quelques jours avant pour qu'ils puissent configurer et commencer un petit peu à se préparer. On va le jour J créer les différents accès. Donc ça, c'est des choses qui paraissent un peu bêtes, mais qui sont quand même un peu importantes. Ça, c'est notre super admin qui s'en charge, qui s'appelle Hello, qui va du coup créer tous ces accès. Ce qu'elle fait également, c'est qu'elle envoie un mail de récap avec tous les outils qu'on va utiliser, toutes les règles qui sont autour de ces outils et quels sont les fonctionnements un petit peu de ces outils. Pour appuyer là-dessus, on va aussi avoir toute une documentation très, très détaillée sur Notion qui parle en fait du fonctionnement de ces outils, du fonctionnement d'Assess First, de notre charte télétravail par exemple, de tout ce qui va être un peu plus d'un point de vue légal, fonctionnement, quelles sont les règles à suivre d'un point de vue admin, d'un point de vue RH, d'un point de vue aussi presque culture. On a vraiment un process qui est assez complet pour que vous ne soyez pas perdu pendant les premières semaines et que comme on est en full remote, vous ne soyez pas dans une démarche un peu de rétention d'informations. On a vraiment une bibliothèque digitale où vous allez retrouver toutes les informations nécessaires pour ça. Ouais, parce que j'imagine, je vais prendre un exemple qui me vient en tête, tu vois, mais si on reprend la personne là, qui avait mis le commentaire, Emeric, qui arrive à l'accueil, ok, on le met dans une pièce, mais au moins on le met dans une pièce, tu vois. Si moi, demain, je rejoins l'équipe d'Emeric chez Assess First, qu'il est malade, et que je me retrouve comme un débile derrière mon clavier à attendre, en fait, j'ai strictement rien à faire. Donc, c'est là où il y a quand même une différence très significative sur le onboarding en présentiel et en 100% télétravail. Il faut vraiment que ce soit bien calé pour éviter justement de laisser le ou la nouvelle collaboratrice planter dès le premier jour, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a plein d'outils. C'est que l'idée, c'est que demain, si Emeric il est malade et qu'il intègre quelqu'un dans son équipe, soit moi, soit une personne de son équipe puisse faire par exemple le premier call, au moins de bienvenue, parce que je trouve que c'est quand même très important. Mais la personne aura quand même accès à tout son onboarding space et donc à toute une première documentation et à tout un premier parcours à suivre dont elle aura pas besoin forcément d'Emeric. Bon, il est essentiel, mais elle n'aura pas besoin d'Emeric, en tout cas dans les jours où il sera malade. Alors, c'est marrant parce que nous, dans l'étude qu'on avait menée, il y a 60% des boîtes qui déclarent avoir mis en place un process de pré-boarding. Bon, ce qui nous avait fait sourire parce qu'on n'y croit pas vraiment. Et en réalité, quand on creuse et qu'on leur demande en quoi consiste le pré-boarding, en fait, à 83%, c'est uniquement une démarche administrative, c'est-à-dire signer le contrat, adhésion à la mutuelle, et c'est tout. Ouais. C'est limité. C'est limité. Après, dans les actions à mener des RH, ce qu'ils envisagent vraiment de faire, c'est vraiment inciter le manager à décrocher son téléphone pour essayer d'appeler le candidat pendant, tu l'as dit, les 2 ou 3 mois où tu as la latence entre je vais quitter mon job, je vais arriver, j'ai ma fin de préavis, une prise de contact, quoi. Ouais, mais ça, pour le coup, ça arrive beaucoup. Chez nous, on le fait beaucoup. Comme on est en full remote et que c'est aussi un peu une crainte pour les candidats, mine de rien. C'est une recherche que beaucoup ont et ils veulent tous être en full remote, mais c'est aussi une crainte, du coup, quand on a un long préavis et que on n'a pas... C'est un peu moins rassurant, finalement. Nos managers, en fait, ils les appellent, ils leur envoient des textos ou alors ils organisent même des calls avec l'équipe pour qu'ils puissent les rencontrer en amont et être un peu rassurés, du coup, sur leur départ, quoi. Enfin, sur leur arrivée, pardon. Et ça permet vraiment aussi d'atténuer, on va dire, l'effet de non-présence du premier jour. Je reprends un exemple là qui est arrivé, nous, sur l'été. J'ai accueilli une nouvelle collaboratrice dans l'équipe, Natalia, qui a pris en charge toute la partie onboarding, mais onboarding, on va dire, client sur la solution.
Au final, moi, j'étais pas là puisque j'étais en conférence à l'étranger. Mais au final, tout le temps de son préavis, on avait maintenu l'échange, c'est-à-dire qu'on avait échangé régulièrement, des choses comme ça. Et au final, elle est arrivée le premier jour, mais j'avais même pas, et elle non plus, l'impression que c'était son premier jour. C'est-à-dire qu'elle arrivait, elle se connaissait déjà les personnes, on avait déjà discuté, elle savait où elle allait, etc. Donc, elle a vu Agathe, d'autres personnes. Mais ça permet vraiment d'atténuer ce côté et qui peut arriver, mon manager n'est pas là le premier jour. Mais au final, on avait tellement discuté avant qu'in fine, la relation était déjà solide et établie. C'est mieux. Avant de passer sur le deuxième pilier, est-ce que vous avez des questions déjà sur ce premier aspect de conformité? N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous dire si vous avez des dernières questions là-dessus avant qu'on passe au suivant, qui seront encore plus intéressants. Mais sur celui-ci, déjà, est-ce que c'est des choses que vous mettez en place? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous avez des questions? Vraiment, n'hésitez pas avant qu'on passe à la suite. Non, on a été très clair en battre. Parfait. Non, du coup, j'enchaîne. Deuxième pilier, encore une fois, ça va être la clarification ou la clarté du rôle, c'est-à-dire la manière dont le nouvel arrivant comprend ce rôle et les attentes qui y sont associées. Et la performance, forcément, pâtira si les attentes restent floues. Il y a d'ailleurs une étude qui a été menée aux États-Unis et au Royaume-Uni qui a montré que les entreprises perdent environ 37 milliards de dollars chaque année à cause du manque de clarté dans le rôle des collaborateurs. Donc, encore une fois, la clarté, ou à l'inverse, la clarté du rôle, ou à l'inverse, on va dire son ambiguïté, c'est un très bon indicateur aujourd'hui d'un onboarding réussi. Et ce qui va être important, c'est de travailler sur un concept qu'on appelle la self-efficacy ou le sentiment d'auto-efficacité. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va dire, la confiance que la personne a dans sa capacité à faire le job. Et plus une personne se sent confiante dans sa capacité à bien faire son travail, plus elle sera motivée et à terme, elle sera performante. Et donc, c'est donc primordial ici de mettre en place des programmes d'intégration spécifiques pour renforcer cette confiance des employés quand ils découvrent un nouvel environnement de travail. Mais forcément, c'est quelque chose qui va prendre du temps et vous ne pouvez pas espérer, on va dire, que ça se fasse du jour au lendemain ou sur quelques semaines. D'ailleurs, deuxième sondage que je te laisse lancer, Christophe. C'est juste après. C'était quoi? Au bout de combien de temps un collaborateur est en pleine maîtrise de son job? Exactement. Donc, au bout de combien de temps un collaborateur, vous pensez qu'il maîtrise pleinement son job et qu'il est, on va dire, au max de son potentiel? Donc, on a 3 mois, 6 mois, 7 mois ou 1 an. Alors, un petit indicateur dans les études, la durée moyenne des onboarding en entreprise, c'est 3 mois. Encore une petite tendance. On a quand même 4 personnes qui nous disent au bout de 3 mois, la personne est en pleine maîtrise de son job. Il y a Sandra qui nous dit ça dépend des postes, c'est intéressant. Oui, c'est sûr. Parce qu'effectivement, c'est un process qu'on peut et qu'on doit adapter en fonction des métiers. Ouais, très clairement. C'est pour ça que j'ai un peu manipulé les réponses. Je vous expliquerai après. Alors, qu'est-ce que ça donne? On est plutôt sur 12 mois. Ouais, carrément. Donc, en moyenne, on va être entre 8 et 12 mois pour se dire qu'un collaborateur est en pleine maîtrise de son job et réalise son plein potentiel. Donc, tout ça pour dire que dans beaucoup d'entreprises, on pense que la personne, justement, va avoir un gros impact au bout de quelques semaines, quelques mois, au bout de 3 mois. Alors qu'au final, vraiment, pour pouvoir juger de la performance réelle d'une personne, ça prend quand même un peu plus de temps et ça va demander un process qui est quand même un peu plus long. Donc, en moyenne, entre 8 et 12 mois. Et en effet, comme vous le disiez dans le chat, ça va être variable notamment en fonction du job, mais aussi en fonction du profil de la personne, sachant est-ce qu'elle a déjà fait le job, exactement le même job auparavant ou est-ce que c'est un nouveau job, etc. Donc, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, mais on va dire en moyenne, vraiment de manière grossière, on est entre 8 et 12 mois. Hop,
Je la repasse. Et donc, perso, il y a une règle que j'aime beaucoup, qui peut être appliquée dans le cadre de l'onboarding. C'est la règle des 1% meilleurs chaque jour. Je ne sais pas si vous la connaissez, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, mais c'est vraiment un mindset que vous pouvez intégrer dans l'intégration de vos collaborateurs, mais aussi au final dans votre vie de tous les jours. Et qu'est-ce que nous dit cette règle? C'est tout simplement que les petits incréments, les petits apprentissages qu'on va faire chaque jour, même si sur le coup, on ne va pas avoir d'effet, tout simplement, à long terme, ça va avoir des résultats de dingue. Concrètement, alors je ne suis pas banquier, mais avec les intérêts composés, les effets composés, si vous êtes juste 1% meilleur chaque jour, à la fin d'année, au bout du compte, vous serez 37 fois meilleur à la fin d'année. À l'inverse, si chaque jour vous êtes 1% moins bon, vous allez retomber tout simplement à zéro. Donc, plutôt que d'attendre, on va dire, monts et merveilles d'un nouveau collaborateur dès les premières semaines, je vous invite plus à travailler avec eux sur toutes ces petites habitudes qui vont pouvoir mettre en place au quotidien, dès le départ, qui vont peut-être pas avoir d'impact tout de suite, mais dont les effets vont se composer au fur et à mesure pour créer un impact énorme. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle grosse méta-analyse qui a été publiée en mai 2024 qui montre que c'est vraiment ce focus sur les habitudes qui est le meilleur driver d'évolution chez une personne. C'est-à-dire qu'en général, on va beaucoup se focaliser, comme vous pouvez voir sur la roue à gauche, sur les croyances, sur les connaissances, sur les compétences, mais au final, toutes ces interventions ont des effets hyper négligeables sur la performance et l'évolution d'une personne. Et ce qui marche le mieux sur les interventions individuelles, donc toute la partie bleu clair que vous avez à gauche, c'est ce focus sur les habitudes. Et tout simplement, une habitude, c'est quoi? C'est tout simplement, on va dire, un comportement qui est simple, qui est automatique, que la personne va pouvoir mettre en place et que plus elle va le mettre en place, plus la fréquence sera forte, plus ça va devenir automatique, intégré et naturel. Et donc, faire ça, ça va permettre d'obtenir ce qu'on appelle des expériences de maîtrise, qui est aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure de self-efficacy ou de confiance dans sa capacité à faire le job. Ces expériences de maîtrise, aujourd'hui, c'est le levier principal pour créer ce sentiment d'auto-efficacité, en plus du feedback du manager. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment donner, on va dire, confiance à une personne pour faire le job, il y a deux choses à faire. Première chose, c'est vraiment travailler sur ses expériences de maîtrise et ses habitudes. Et deuxième chose, mais Agathe en parlera après, c'est toute la partie feedback du manager. On va revenir du coup sur la partie clarification, la partie un peu plus pratique déjà. Il faut savoir que nous, ça passe dès le recrutement. Je ne peux pas parler de clarification d'onboarding si je ne parle pas de recrutement. Parce que déjà, la partie clarification, du coup, pour le collab, de comprendre vraiment c'est quoi son rôle, c'est quoi ses missions, c'est quoi les enjeux pour l'entreprise. S'il ne l'a pas déjà un peu compris au recrutement, c'est qu'on a mal fait notre travail. Donc, l'idée, c'est déjà d'avoir un process qui est très clair, d'avoir des annonces et toute une explication au cours du process qui est très, très claire. Là-dessus, on est OK. Une particularité pour nous, du coup, si vous ne connaissez pas Assess First, c'est qu'on a donc créé des questionnaires de personnalité, motivation, aptitude qui nous permettent déjà, dans un premier temps, pendant le recrutement, d'évaluer si la personne va correspondre au métier que nous, on a à pourvoir, à notre culture, et donc vraiment évaluer l'adéquation entre ses comportements, ses motivations, et ce que nous, on va rechercher, ce qu'on a à offrir. Donc déjà, c'est un petit peu un cadre sur comment est-ce que nous, on fonctionne et pourquoi est-ce qu'on fonctionne de cette manière. Quand la personne, elle va du coup arriver chez nous, un rituel qu'on va avoir, c'est qu'on va lui faire un débrief de son profil Assess First. On va être en fait en capacité donc ça c'est un profil Assess First, vous avez une petite image de ce que c'est. Si vous avez des profils, vous savez un petit peu comment ça se compose. L'idée c'est qu'en fait on va avec soit un onboarding spécialiste, soit avec le manager, parce qu'on est plus ou moins tous formés à l'outil, c'est vraiment rentrer dans le détail de son profil, de ses forces, de ses qualités, de ce qui a fait qu'on l'a aussi recruté, du coup, sur ce job-là, et de ce qui a fait que, a priori, ça devrait fonctionner dans notre fonctionnement et sur ce job en particulier. Donc, vraiment, lui exposer un petit peu les qualités qu'il a, qu'il peut aussi développer, et vraiment, finalement, lui expliquer comment les exploiter dans son parcours, comment est-ce qu'il peut aussi adapter, du coup, son travail à ce comportement, à ce résultat, à ce profil, pour tirer un petit peu le meilleur de ses compétences qui sont finalement naturelles et donc de son potentiel. Ça, c'est sur notre produit, évidemment, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire de base. Pourquoi est-ce que vous avez recruté quelqu'un? Dès l'onboarding, lui expliquer qu'est-ce qu'il va apporter à ce rôle, qu'est-ce qu'il va apporter à votre entreprise, qu'est-ce qu'il va apporter en tant que personne et comment est-ce qu'il pourra se développer, quelle serait la vision aussi pour ce type de profil. Il y a Sophie qui dit débrief lorsque le candidat est recruté, vous ne débriefez pas lors de la phase de recrutement.
On ne va pas avoir un débrief détaillé parce que si on fait ça avec tous les candidats, déjà, ça ferait des heures et des heures de call. L'idée, c'est qu'en fait, on a un premier niveau de débrief quand on fait des calls recrutement, pas de manière systématique, parce que les candidats ont par défaut accès à une synthèse de leur profil, où il y a déjà un niveau d'explication qui est quand même assez important. Donc, on apporte un niveau d'explication relativement succinct, finalement, pendant le process, juste de pourquoi est-ce qu'on se rend compte, par exemple, pourquoi est-ce que son profil pourrait coller avec nous. La partie débrief du profil, une fois que la personne est recrutée, c'est quelque chose de très, très détaillé, où on va dans le détail du produit Assess First, dans des choses qui sont aujourd'hui notre produit. Donc, on ne va pas le faire par défaut avec tous les candidats. Non, en effet, ça arrive plutôt sur la partie. Bon, après, c'est ton organisation qui est comme ça, mais moi, par exemple, qui utilise Assess First pour mes recrutements, alors évidemment, j'ai moins de volume de candidatures, mais je débriefe tous les candidats. Mais sur tout leur profil pendant plus d'une demi-heure? Ouais. Ça nous ouvre, en fait, c'est ce qui ouvre l'entretien. Impossible pour moi. Mais c'est cool de le faire. Franchement, dans un monde idéal, avec du temps, si c'était possible de le faire, ça serait vraiment génial. C'est toujours pareil, on n'a pas du tout les mêmes volumes, donc… Certes. Mais en tout cas, ils ont déjà un premier niveau d'explication dans leur profil. En tout cas, ils ne partent pas avec zéro information. Quand tu passes les questionnaires Assess First… évidemment, ils arrivent, ils ont déjà regardé en général. Ouais. Mais l'explication que nous, du coup, on va fournir, c'est par rapport à notre modèle à nous, parce que la synthèse est générale. Ouais. Mais donc, pour revenir à nos pratiques et à ce qu'on va faire, donc après avoir fait ce débrief, après avoir fait en sorte que la personne, du coup, comprenne ses qualités, comprenne ses forces et comment est-ce qu'elle peut les utiliser dans notre environnement, dans la partie onboarding pure et notamment dans l'onboarding space dont je parlais juste avant, en fait, chaque espace d'onboarding, donc chaque parcours est personnalisé par rapport à chaque métier. On va avoir un tronc commun, évidemment, qui a été créé par moi, a priori, sur toute la partie RH, toute la partie culture, toute la partie Assess First de manière générale. Et ensuite, on va avoir beaucoup de blocs métiers pour qu'on puisse développer vraiment les compétences sur ce métier spécifiquement. Et on a aussi un onboarding général sur la partie sales, notamment, sur les aspects qui sont importants de connaître pour les sales, de manière générale. Après, sur la partie pratique, donc dans l'onboarding pratique, on a l'onboarding théorique, on a l'onboarding pratique, on va aussi adapter. C'est-à-dire qu'on a des choses qui vont fonctionner avec des personnes, des choses qui vont moins fonctionner avec d'autres. Je vous donne un exemple pour les BDR, par exemple. On a des BDR qui sont hyper friands des calls qui sont en shadow. Donc, c'est où la manager va être sur le call, ne pas être visible et pouvoir faire des feedbacks en direct. On en a d'autres qui détestent ça parce qu'ils n'arrivent pas à entendre, entre guillemets, les feedbacks et à les retenir. Donc, par rapport à chaque collaborateur, on va aussi adapter. BDR, c'est en gros business developer. C'est tous les métiers qui vont se charger de la prospection. Enfin, c'est le métier qui va charger de la prospection, pardon. Mais donc, en gros, on va pouvoir adapter à chaque collaborateur. Et ça, c'est important vraiment de le faire parce que tout ne fonctionnera pas de la même manière pour tout le monde. C'est toujours pareil. Il y a Virginie qui demande les questions qui sont posées dans le test. En fait, il faut tester la solution. Ah ouais. C'est compliqué de donner toutes les questions là. Ouais, je pourrais vous envoyer un lien, Virginie, si vous voulez, pour compléter les 3 questionnaires. Et ça permettra de voir à quoi ça ressemble. Je vous ajoute sur LinkedIn pour vous l'envoyer. Très bonne idée. On va du coup aussi avoir des entretiens qui seront plus fréquents dans la période d'onboarding avec le manager. Donc, de manière générale, on a les weekly, mais on va avoir des entretiens qui seront plus fréquents dans les premières semaines avec le manager aussi pour suivre la montée en compétences, pour suivre les objectifs, pour suivre finalement la clarté du job. Est-ce que tu es OK avec ce que tu fais? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que ta montée en compétences, elle est claire? Est-ce que tes objectifs, ils sont atteignables? Vraiment pour s'assurer que le collaborateur est pas en conscience, mais est vraiment à l'aise sur ce qu'il fait et que tout est clair pour lui. Il y a 4 demandes de Nemo. Alors, ce qu'on va faire, on va faire plus simple parce qu'Emeric ne va pas faire des mails à tout le monde. Il y a Thibaut dans le chat. Emeric, on verra. Je pense que le mieux, c'est d'envoyer un petit mailing aux gens qui ont participé au webinar pour leur envoyer un lien. Ouais. Parfait. Toute cette partie du coup, finalement de call, clarification, etc., elle va être appuyée par des surveys que nous, on va utiliser. C'est quelque chose qu'on a mis en place en plus assez récemment, qui va en fait appuyer les entretiens qu'ils peuvent avoir avec moi. Quand les collaborateurs arrivent, ils ont des entretiens fréquents avec le manager et ils ont aussi des points d'étape avec moi pour voir un petit peu comment ça se passe dans leur onboarding sur tous les aspects. Pour appuyer cette partie-là et la partie compréhension, comme on est en full remote, on a mis en place des surveys où les
personnes peuvent évaluer, du coup, une échelle, à quel point est-ce qu'ils ont compris le job, à quel point est-ce qu'ils sont à l'aise, à quel point est-ce qu'ils ont eu les outils nécessaires. Vraiment, toute cette partie survey, c'est comme un sondage. En gros, c'est une enquête. C'est une enquête, globalement. Et donc, qui va permettre d'évaluer si est-ce qu'il est au clair sur son job, est-ce que tout est OK pour lui et est-ce que on a été assez pertinent et assez efficace sur l'explication finalement de tout ça. Parfait. Il y avait une question, Agathe. Ouais, de Sophie. Quand je parle d'onboarding théorique, je parle vraiment de tout ce qui va être documentation, de tout ce qui va être finalement lecture, de tout ce qui va être exercice et qui ne sera pas finalement mission en tant que tel. Donc l'onboarding théorique, ça va plutôt être la partie, l'espace d'onboarding digital que nous, on va avoir du coup, où il y aura toute cette documentation-là, toutes ces explications et tous ces exercices qui vont être faits ou même par exemple les roleplays. L'onboarding pratique, je parle vraiment du fait de commencer de manière effective à faire son travail. Donc, par exemple, de commencer à faire des calls pour un recruteur, par exemple, commencer à faire des calls candidats, qui soient accompagnés ou non, versus comprendre un peu comment est-ce qu'on les fait. Parfait. Du coup, j'enchaîne sur le troisième pilier qui était la culture. Alors, vous assurer aujourd'hui que vous recrutez, que les personnes que vous recrutez vont s'intégrer à votre culture est essentiel. Et selon moi, pour anticiper ça, il faut déjà comprendre pourquoi les gens vont s'affilier et se réunir tout simplement. Aymeric, 10 minutes. Ouais. Comment ? 10 minutes. Hein. Je mets un petit rappel timing. De toute façon, c'est à partir de ce moment-là que les gens vont me prendre pour un fou, donc on va pouvoir couper après. Alors, pourquoi les gens vont s'affilier et se réunir ? La réponse la plus intuitive et certainement celle que vous avez en tête, c'est la notion d'objectif commun, de partage de valeurs. C'est-à-dire que les gens vont se mettre ensemble car ils ont une vision commune. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas forcément vrai. Et c'est même l'un des premiers éléments qui va faire que des groupes vont dysfonctionner et entrer en conflit. Et il y a un concept tout simple qui s'appelle le concept d'hostilité horizontale, qui explique que les membres en fait, d'un groupe qui ont des objectifs communs vont entrer en conflit en fonction des efforts fournis pour atteindre ce but. Et pour illustrer ça, j'aime bien prendre un exemple qui est celui des végétariens et des véganes. Il y a énormément d'études assez fun sur le sujet qui montrent que quand on demande à chacun de ces groupes de juger l'autre, donc par exemple demander aux végétariens de juger les véganes et inversement, comparativement à une population dans lambda, ils vont être beaucoup plus hostiles l'un envers l'autre, alors qu'in fine, ils ont quand même un objectif qui est assez similaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens qui sont véganes, ils vont expliquer que les végétariens, s'ils croyaient vraiment à la mission, ils mangeraient tout simplement pas de produits issus des animaux. Donc, ils sont pas, on va dire, ils sont pas all-in pour la cause. Et donc, c'est pas l'objectif commun c'est l'objectif commun du coup c'est pas l'objectif commun, on va dire, qui va les diviser, mais plutôt, on va dire, l'intensité des efforts mis pour atteindre cet objectif. Et donc, les groupes vont pas forcément s'affilier entre eux, les gens vont pas forcément se réunir et bien vivre ensemble car ils ont une vision commune, mais plutôt qu'ils vont partager, tout simplement des tactiques et des stratégies communes. C'est-à-dire que vous allez ressentir un fort sentiment d'appartenance avec d'autres personnes, avec une équipe, si vous partagez des process, des méthodes et des tactiques similaires. Il y a bien sûr un petit, on va dire, twist dans tout ça, c'est-à-dire que ça fonctionne, mais ça dépend. C'est-à-dire qu'en fonction, en fait, le partage de méthodes communes, ça facilite les affiliations, mais jusqu'à certains points. C'est-à-dire que quand les tactiques et méthodes de chacun sont trop similaires, les affiliations sont moins susceptibles de se faire, tout simplement parce que chacun, on va dire, va penser que l'autre n'a rien à apporter. Donc, au-delà de la similarité, ça va être hyper important sur certains aspects, aussi d'aller chercher de la complémentarité. Et c'est cette complémentarité qui va vous éviter de créer, on va dire, un effet bulle et de créer une entreprise où chacun va penser de la même façon et être toujours en accord. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que même si beaucoup d'entreprises aujourd'hui valident le culture fit, ça va être tout aussi important de valoriser ce qu'on appelle le culture add, c'est-à-dire vraiment toutes les choses que la personne va pouvoir apporter en plus à une culture qui sont différentes de ce qu'on connaît déjà. Et donc, les individus vont vraiment être attirés par la différence. Dans l'éventualité, ils vont percevoir celle-ci comme complémentaire de leur qualité. Donc, en ayant aujourd'hui la balance entre les deux, vous aurez beaucoup plus de chances, on va dire, d'avoir des gens qui sont réellement engagés, mais aussi une diversité de pensée dans vos entreprises. Et pour faire ça, il y a une petite stratégie toute simple, c'est de switcher sur ce qu'on appelle des exit interviews, donc les entretiens, on va dire, de départ, à ce qu'on appelle des interviews d'entrée ou entry interview. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre le moment où la personne veut quitter son job,
inverser le script en lui demandant dès le départ ce qu'elle peut apporter de différent. Par exemple, quelles pratiques, quelles idées elle connaît, qui pourrait bénéficier à l'équipe. Et c'est là l'un des meilleurs moyens qui reste très simple pour que la personne se sente valorisée et vraiment apporter ce côté culture add dans les process de votre entreprise. On va passer du coup sur la partie connexion et je vais accélérer un petit peu pour vraiment vous partager que la pratique parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. L'idée, c'est que, en gros, la connexion, c'est tout ce qui va faire en sorte que vous vous sentiez finalement intégré dans la culture de votre entreprise, que vous créez du lien finalement avec vos collègues, votre manager, etc. Ce qui est quand même très, très important. Il faut savoir que 80% de notre temps de travail, on le passe à collaborer avec d'autres personnes. Si on n'a pas établi un minimum de connexion, c'est quand même un petit peu compliqué. Comment ça se passe chez nous, du coup? Alors, déjà, quand la personne arrive, on va avoir un call d'équipe. L'accueil d'une personne chez nous, c'est un call d'équipe. Tu arrives, tu commences ta journée par ça. Toute l'équipe t'accueille avec ton manager. Et l'idée, c'est vraiment juste de, entre guillemets, faire une petite présentation pour que tu sois un petit peu mis dans le bain dès le début. Si tu n'as pas l'équipe, bon, bah, c'est ton manager. Ce qu'on va demander aussi aux collaborateurs, dans le cadre du full remote également, en effet, c'est de préparer une petite vidéo d'intro à chaque nouvel arrivant qui va pouvoir poster sur le channel général, du coup, sur Slack, juste pour que, en fait, il soit visible auprès des autres. Parce que tout le monde n'est pas aussi au fait des recrutements qui se passent et tout le monde ne suit pas aussi les nouvelles de recrutement de manière très assidue. Donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse voir qu'il y a un nouveau collaborateur et en apprendre déjà un petit peu sur lui dès son arrivée. Donc ça, c'est aussi assez important. Ce qu'on fait pour les nouveaux collaborateurs, c'est qu'on leur prépare aussi une liste de personnes à rencontrer qui vont être assez importantes pour lui. Ça peut être N+2, N+3 si les calls ne sont pas forcément prévus de manière régulière. Ça peut être aussi les personnes qui vont pouvoir l'aider dans son parcours, les personnes qui ont un job qui va pouvoir se rapprocher d'eux. L'idée, c'est vraiment de commencer à les intégrer et aussi à leur donner des tâches pour que l'invitation en call soit plus facile. Parce que des fois, il y a des personnes qui seront moins à l'aise pour envoyer des invitations et pour rencontrer des personnes. Quand ça devient une tâche et une mission et que les autres personnes sont au courant, c'est quand même un petit peu plus facile. Donc, c'est vraiment faciliter finalement l'intégration auprès de l'entreprise de manière générale. Ce qu'on fait de manière quotidienne aussi et qui bénéficie quand même beaucoup aux nouveaux arrivants, c'est qu'on a un outil qui s'appelle Donut sur notre Slack qui va toutes les 2 semaines, en gros, rassembler 2 personnes de manière hasardeuse, donc au hasard, sur Slack pour organiser. Donc, un meeting. C'est-à-dire que ça peut être un product owner et un BDR qui vont se retrouver pour 30 minutes. Le call est automatiquement créé. Et ça permet en fait de rencontrer plein de personnes de l'entreprise avec qui on aurait potentiellement pas forcément échangé pendant plusieurs semaines et donc vraiment de créer des connexions un petit peu plus larges que juste dans sa propre équipe. Et après, on a aussi la notion du coup au sein de l'équipe où on a créé ce qu'on appelle les weekly informels. Donc, on a les weekly formels de l'équipe où on va parler des avancées, de tout ce qui va être vraiment travail. Et on a créé les weekly informels qui sont juste un espace d'échange où on peut parler un petit peu de tout et on peut recréer un peu les moments de machine à café, de lunch qui finalement n'existent plus vraiment chez nous aujourd'hui dans le cadre du full remote. En tout cas, pas de cette manière-là. Et les nouveaux collaborateurs, ce qu'on fait, c'est qu'on les invite au weekly informel des autres équipes pour qu'ils puissent aussi apprendre à connaître en fait les autres d'une manière un peu plus sympa que juste organiser aussi un call one-one. Donc voilà. Très, très pratique. Dans la partie connexion, on a vraiment mis en place des choses pour que ce soit plus simple pour le collaborateur parce que dans le cadre du full remote, ça peut être difficile. Personnalité un peu plus timide, ça peut être aussi compliqué d'être avenant là-dessus. Et on est une centaine, donc c'est aussi difficile de rencontrer tout le monde. On a vraiment mis ça en place pour que ce soit facilité et pour que les gens soient un petit peu au même niveau, que chacun soit au même niveau finalement de connexion avec la boîte dans son entièreté. Ouais, donc c'est vraiment créer un max de routine. Ouais. Avec son équipe, son manager et aussi d'autres personnes dans l'entreprise. Il y a un point que je n'ai pas évoqué qui me semble important de rappeler. On avait demandé dans la phase de onboarding qui accueille le nouveau collaborateur et à 74% des boîtes, c'est le manager qui accueille. Et ensuite, on leur a demandé si le manager était formé au process d'onboarding, à l'acculturation, etc. Et en fait, on constate qu'il n'y a que 40% des boîtes qui forment les managers à cette pratique. Donc, tout ça fonctionnera très bien, mais à condition qu'au préalable, les managers aient été parfaitement alignés et formés à la démarche. C'est sûr. C'est ce qu'on va voir juste après. Alors, je ne sais pas si on va le voir puisqu'on va déborder. Oui, c'est vrai.
compléter là-dessus, et ça va expliquer ce qu'on avait prévu après, c'est au-delà de former, c'est aussi équiper les managers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire des formations parfois qui sont parfois un peu lambda, et j'en ai vu encore plein hier sur des formations sur comment intégrer la génération Z, comment intégrer les millennials, etc. Il faut vraiment aussi se recentrer sur une approche individuelle de tout ça et savoir vraiment pour une personne donnée, pour un individu donné, quels sont ses besoins, quels sont ses leviers de motivation, comment la personne fonctionne. Et une fois que vous avez accès à cette information, comme vous pouvez l'avoir notamment à travers la questionnaire Assess First, le manager, on va dire, aura accès à des insights, on va dire, concrets et précieux sur comment accueillir la nouvelle personne, quel type de tâches lui confier, comment lui parler pour l'engager, comment la récompenser, etc. Pour vraiment, au-delà d'être formé et d'appliquer, on va dire, des modèles qui sont parfois un peu trop génériques, savoir concrètement pour Agathe, pour Christophe, voilà concrètement ce qui va marcher d'un point de vue individuel. Et aussi pour finir, finalement, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre les slides de toute manière. En tant que RH, l'idée, c'est aussi d'accompagner les managers, alors sur la compréhension de la personne et sur comment est-ce qu'ils peuvent aborder l'onboarding, très, très bien, mais aussi, dès le recrutement, de collaborer un max avec eux, de les impliquer. Le travail d'un RH, c'est pas de tout faire pour les managers et qu'ils soient juste dans l'opérationnel et qu'ils exécutent juste ce qu'on leur fait. Nous, ils s'impliquent aussi dans la création de l'onboarding space. Tous les blocs métiers, ils sont créés par eux. Ils s'impliquent sur tout le process de recrutement. Tout est créé, en fait, tout est établi en collaboration avec le manager. C'est-à-dire que si le manager ne collabore pas, il n'y a rien qui se passe derrière. Donc, l'idée, c'est vraiment de les impliquer dès le début pour les engager aussi, pour qu'ils comprennent l'intérêt. Les surveys, par exemple, qu'on va avoir, donc les sondages, les enquêtes qu'on va faire auprès des collaborateurs, ils sont accessibles aux managers. Ils peuvent aussi rectifier le tir par derrière. On a beaucoup d'échanges quand un nouvel arrivant est onboardé. L'idée, c'est vraiment de travailler de pair et pas juste de les regarder de loin. Il y a aussi un commentaire d'Aziza, Agathe, qui va te parler parce que je sais qu'il a mis en place. Désigner un mentor, donc pas forcément de la même équipe, donc un mentor pour accompagner la personne dans son intégration. Alors, nous, on l'avait mis en place, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. En fait, on s'est rendu compte que ça apportait finalement peu de valeur parce que les missions du mentor étaient un peu étaient trop proches des missions du manager, justement parce que nos managers sont quand même assez bien formés et assez bien au courant de ce qu'il faut faire pendant un onboarding, et ils désignaient aussi des mentors dans leur propre équipe. Donc, on a arrêté cette partie-là. Après, on est une centaine. Pour les très grosses boîtes, je trouve que c'est une très, très bonne idée et ça peut permettre aussi d'avoir un onboarding plus large et plus complet et aussi peut-être plus inclusif sur certains aspects. À notre taille, pour nous, ce n'était pas le fonctionnement le plus pertinent. Alors, c'est intéressant que tu soulignes ça parce que dans l'étude, quand on leur demande ce qu'ils comptent mettre en place, puisqu'ils nous disent clairement qu'ils ne sont pas satisfaits du process, la première chose qui ressort, c'est à 50% désigner un tuteur ou un mentor. Ouais. Donc, ça doit bien se réfléchir, j'imagine. C'est ça. Après, nous, on a un mentor par défaut dans l'équipe. C'est-à-dire quelqu'un qui peut aussi accompagner sur la montée en compétences autre que le manager. Mais par exemple, des notions de mentor dans l'entreprise, ce qui se fait beaucoup, quand on est une centaine, je trouve que ce n'est pas hyper pertinent. Ça dépend après des problématiques qu'on peut avoir dans l'onboarding. On n'a pas tous les mêmes process. Mais dans notre fonctionnement, nous, ça n'a pas été game changer. Alors, il y a Virginie qui dit, y a-t-il un rattrapage possible si la démarche d'onboarding n'existait pas au moment de son embauche? Hier, je discutais avec un DRH qui m'expliquait que il y avait un onboarding la première semaine et qu'ensuite, dans la première année, il y avait un séminaire. Effectivement, moi, je trouvais que dire dans la première année, il y a un séminaire, alors sauf si tu m'emmènes à Vegas, où là, je vais me dire, je vais rester pour y aller, je trouve que c'est un peu long. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une session de rattrapage possible sur un onboarding inexistant. Ça dépend aussi combien de temps est-ce que la personne, depuis combien de temps la personne elle est dans la boîte, quoi. Si ça fait 1 an, non, a priori. Si ça fait 1 mois, ça peut se rattraper. On peut mettre des choses en place, on peut essayer de rattraper, de former mieux, etc. Mais si ça fait trop longtemps, pour moi, il y a même l'image, elle est déjà. Après, je suis d'accord avec vous là-dessus, il n'y a pas de session de rattrapage, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on a mis en valeur aujourd'hui avec Agathe qui sont simplement, on va dire, du bon sens managérial en fait. Donc, par exemple, équiper les managers pour savoir comment accompagner la personne, aider la personne à mettre en place des habitudes efficaces, etc. Ça, j'ai envie de vous dire, si vous faites de l'onboarding, c'est excellent, mais imaginons que vous le faites plus tard parce que vous n'avez pas d'onboarding au départ. On va dire que ça sera toujours bénéfique en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont simplement du bon sens RH, du bon sens managérial. Et même si c'est tard, ça vaut toujours le coup de les mettre en place.
Top, eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Je vous remets dans le chat si vous voulez continuer les échanges sur des questions, recrutement, onboarding, marque employeur. On fait un événement le jeudi 19 septembre où Assess First sera présent et interviendra toute la journée. Donc, vous pourrez rencontrer des experts Assess First et leur poser toutes vos questions. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay dès demain matin sur MyRHline. Et puis, en attendant, vous pouvez toujours discuter avec Agathe et Aymeric directement sur LinkedIn. Vous pouvez les contacter. Merci Aymeric, merci Agathe. Je vous souhaite une super journée. Et puis, merci à toutes et tous d'avoir participé. Bonne journée. Merci à toi, bonne journée. Au revoir. Au revoir.